avait confié toute sa fortune à l'employé. La Mercedes noire s'arrêta net, soulevant un nuage de poussière sur l'asphalte fissuré. C'était midi et le soleil tombait comme du plomb fondu sur cette route oubliée de Dieu. 3 portes s'ouvrirent en même temps. Du siège arrière descendirent 2 hommes et une femme, tous vêtus de costumes élégants qui détonnaient avec le paysage désolé. Le plus âgé d'entre eux, un homme d'environ 40 ans avec des lunettes de designer, ouvrit la porte du copilote avec brusquerie. « Descendez, papa. Nous sommes arrivés, dit-il sans le regarder dans les yeux. Du siège sortit avec difficulté un vieil homme aux cheveux blancs comme la neige, les mains tremblantes tandis qu'il essayait de se soutenir au cadre de la porte. Ses yeux bleus, autrefois pleins d'autorité, regardaient maintenant confus l'horizon vide. « Où sommes-nous, enfants » demanda-t-il d'une voix brisée. « Vous avez dit que nous allions à mon examen médical. C'est votre nouvelle maison, père » répondit la femme avec froideur. En ajustant ses lunettes de soleil, un endroit tranquille où vous pourrez vous reposer. Ils laissèrent tomber à côté de lui une valise usée, la même qu'il avait utilisée quand il avait émigré d'Europe 50 ans auparavant. Le vieil homme regarda la valise, puis ses enfants, et quelque chose en lui se brisa. Il ne dit rien de plus, il les observa seulement tandis qu'il remontait dans la voiture, fermait les portes avec indifférence et démarrait sans regarder en arrière. Le moteur rugit, la poussière s'éleva comme un rideau qui séparait 2 mondes. Et Don Roberto Mendoza, l'homme qui avait construit un empire à partir de rien, resta seul, assis sur sa valise au bord d'une route sans nom, sous un soleil qui ne pardonne pas. Avant de continuer avec cette histoire qui va vous émouvoir jusqu'aux larmes, n'oubliez pas de liker et de nous laisser un commentaire en nous racontant de quel pays vous nous accompagnez. Vous nous suivez du Mexique, d'Espagne, d'Argentine. Nous aimerions savoir d'où vous nous regardez, parce que ces histoires sont pour tous ceux qui savent ce que signifie l'amour vrai et la valeur de la famille. Maintenant oui, continuons avec ce qui s'est passé ensuite, parce que ce qui est arrivé ce jour-là a changé leur façon de voir le monde pour toujours. Les heures passèrent comme des siècles. Don Roberto essaya de se lever plusieurs fois, mais ses jambes ne lui répondaient plus comme avant. La canne que ses enfants avaient oublié de prendre, rangée dans un coin de la maison qui n'était plus la sienne. La soif commença à brûler sa gorge. La chaleur lui brouillait la vue et dans son esprit, comme un film au ralenti, commencèrent à passer les souvenirs. Il se rappela quand Carlos, son fils aîné, n'était qu'un enfant et lui demandait de le porter sur ses épaules. Il se rappela Patricia, sa fille unique, pleurant dans ses bras le jour de sa première déception amoureuse. Il se rappela Miguel, le cadet, lui promettant qu'il prendrait toujours soin de lui quand il serait vieux. Toutes ces promesses étaient maintenant de la poussière, comme celle que soulevait le vent sur cette route. Quand le soleil commença à décliner, un bruit lointain brisa le silence. C'était le moteur d'un véhicule vieux toussant et se plaignant de l'effort. Une camionnette couleur café rouillée et pleine de bosses apparut à l'horizon. Au volant allait une femme d'environ 55 ans, au visage fatigué mais serein, avec les cheveux attachés en une queue de cheval simple et les mains durcies par des années de travail. Elle s'appelait Elena Vargas. Elena avait passé les 3 dernières décennies de sa vie à nettoyer des maisons étrangères, à cuisiner dans des cuisines qui n'étaient jamais les siennes, à élever des enfants qui ne portaient pas son sang. Elle avait travaillé jusqu'à l'épuisement dans des maisons où les propriétaires ne connaissaient même pas son nom complet. Et ce matin-là, après avoir été licenciée de son dernier emploi, pour excès de confiance avec la famille, elle avait décidé de retourner au village où elle était née, prête à recommencer avec le peu qu'elle avait. Quand elle vit le vieil homme assis au bord du chemin, son premier instinct fut de continuer tout droit. Dans ce monde, on apprend à ne pas se mêler des problèmes des autres. Mais quelque chose dans la posture de cet homme, dans la façon dont ses épaules tombaient vaincues, dans la manière dont ses mains tremblaient tandis qu'il essayait d'ouvrir une bouteille d'eau vide, lui serra le cœur. Elle freina brusquement. Le véhicule laissa des marques noires sur l'asphalte chaud. « Dieu saint !» s'exclama-t-elle en descendant d'un saut. « Monsieur, vous allez bien ?» Don Roberto leva le visage. Ses yeux bleus, vitreux par la déshydratation, la regardèrent sans comprendre. « De l'eau, murmura-t-il à peine, s'il vous plaît. » Elena courut vers l'arrière de sa camionnette et sortit une grande bouteille. Elle s'agenouilla à côté de lui et avec soin approcha le récipient à ses lèvres. Le vieil homme but avec désespoir, toussant entre gorgée et gorgée. « Doucement, monsieur, doucement, dit-elle avec tendresse. Qu'est-ce que vous faites ici seul? Où est votre famille? » Don Roberto baissa le regard.
Les larmes commencèrent à couler sur ses joues ridées. « Ils m'ont laissé ici, murmura-t-il d'une voix brisée. Mes enfants m'ont dit qu'ils allaient chercher quelque chose et ils ne sont jamais revenus. » Elena sentit que la rage lui montait à la gorge. Elle connaissait cette histoire. Elle l'avait vue trop de fois dans les maisons où elle travaillait. Des personnes âgées oubliées, des parents transformés en obstacles, des personnes qui avaient autrefois tout donné et qui maintenant ne recevaient même pas un appel. « Combien de temps êtes-vous ici ?»« Je ne sais pas. Depuis le matin, je crois. J'ai perdu le compte. » Elena regarda autour d'elle. Il n'y avait pas de maison, pas de signe de vie humaine, seulement le désert et l'oubli. « Vous ne pouvez pas rester ici, monsieur. Vous allez mourir d'insolation, dit-elle avec fermeté. Je vous emmène. Je ne veux pas vous causer de problème, madame, répondit-il d'une voix faible. Vous ne me connaissez pas. Je n'ai pas besoin de vous connaître pour savoir qu'aucun être humain ne mérite ça, interrompit Elena. Maintenant allons, appuyez-vous sur moi avec effort. Elle l'aida à se lever. Don Roberto pouvait à peine se soutenir. Elena prit la valise vieille d'une main et avec l'autre le soutint par la taille. Ensemble, ils marchèrent lentement jusqu'à la camionnette. Quand enfin elle réussit à l'asseoir sur le siège du copilote, le vieil homme la regarda avec un mélange de gratitude et de honte. « Merci, ma fille, dit-il d'une voix tremblante. Dieu vous a mise sur mon chemin. » Elena démarra le moteur et regarda dans le rétroviseur cette route qui s'éloignait. Elle ne savait pas que cet acte de compassion changerait sa vie pour toujours. Elle ne savait pas que le vieil homme qu'elle venait de secourir était Roberto Mendoza, l'un des entrepreneurs les plus riches du pays, et encore moins imaginait-elle que ce jour-là commençait une histoire de justice, de trahison et d'amour vrai qui ferait trembler les fondations d'une famille pourrie par la cupidité. Tandis qu'elle conduisait en silence, Elena pensa à sa propre vie, aux années de sacrifice, aux humiliations avalées avec dignité, aux nuits à pleurer de fatigue. Elle pensa à toutes les fois où elle avait pris soin de personnes âgées étrangères, tandis que ses propres patrons les traitaient comme de vieux meubles. Et en ce moment, sans le savoir, elle prit une décision qui marquerait son destin. Elle n'abandonnerait pas cet homme, quoi qu'il en coûte. Don Roberto, avec les yeux fermés et la respiration saccadée, murmura quelque chose qu'Elena n'arriva pas à entendre. Mais dans son esprit, le vieil homme savait déjà ce qu'il ferait. Il avait trouvé chez cette femme inconnue quelque chose que ses propres enfants ne lui avaient jamais donné. L'humanité. Le soleil commençait à se cacher quand la camionnette disparut par le chemin de terre et dans la distance, depuis une voiture noire garée derrière une colline, quelqu'un observait avec des jumelles, quelqu'un qui n'allait pas permettre qu'un simple sauvetage ruine ses plans. La guerre ne faisait que commencer. La maison d'Elena était petite, avec des murs en adobe et un toit qui goûtait quand il pleuvait fort. Mais elle avait quelque chose que beaucoup de maisons n'ont pas, de la chaleur. Les murs étaient décorés de photographies décolorées de ses parents décédés, un crucifix en bois au-dessus de la porte et des rideaux brodés à la main qu'elle avait cousus elle-même des années auparavant. Quand elle aida Don Roberto à entrer, le vieil homme s'arrêta sur le seuil et regarda autour de lui avec étonnement. Ce n'était pas l'opulence qui le surprenait, mais la paix qui émanait de cet endroit humble. « Asseyez-vous ici, ou, dit Elena, en indiquant une chaise en bois à côté de la table. Je vais vous préparer quelque chose de chaud. » Tandis qu'elle allumait la cuisinière et chauffait une casserole avec de la soupe au poulet, Don Roberto observait chaque détail. Les assiettes dépareillées, les tasses avec des fleurs peintes, la nappe raccommodée avec amour. Dans cet environnement simple, quelque chose en lui commença à guérir. « Comment vous appelez-vous, ma fille ?» demanda-t-il d'une voix fatiguée. « Elena. Elena Vargas. Moi je suis Roberto. Roberto Mendoza. Roberto Mendoza. » Elena resta paralysée avec la cuillère en l'air. Ce nom de famille, elle le connaissait trop bien. Elle l'avait entendu aux nouvelles, dans les magazines, dans les conversations des dames pour qui elle travaillait. Les Mendoza étaient propriétaires de la moitié du pays. Hôtels, constructeurs, chaînes de restaurants, ils étaient intouchables. Mendoza répéta-t-elle avec prudence. « Ne seriez-vous pas le père de Carlos, Patricia et Miguel ?» compléta-t-il en baissant le regard. « Oui,
C'est moi. Le silence tomba comme une dalle. Elena sentit que son cœur battait fort. Cet homme, abandonné au bord de la route comme une ordure, était le patriarche de l'une des familles les plus puissantes du pays. « Je ne comprends pas, dit-elle, en s'asseyant en face de lui. Comment est-il possible que vos enfants, avec tout l'argent qu'ils ont vous aient laissé comme ça ?» Don Roberto soupira profondément. Ses yeux se remplirent de larmes contenues. « L'argent change les gens, Elena. Mes enfants ne me voient plus comme leur père, ils me voient comme un obstacle entre eux. » Et l'héritage fit une pause douloureuse. « Il y a 6 mois, on m'a diagnostiqué une maladie du cœur. Rien de grave, mais j'ai besoin de soins. Depuis lors, ils ont commencé à me traiter comme un fardeau. Papa, vous ne pouvez plus vivre seul. Papa, vous devez signer ces papiers. Papa, il vaut mieux que vous alliez dans une maison de retraite. » Elena écoutait avec attention tandis qu'elle servait l'assiette de soupe. « Je me suis refusé, continua Don Roberto. Je leur ai dit que je n'irais dans aucune maison de retraite, que c'était ma maison et que j'y resterais. Ça les a enragés. Ils ont commencé à m'ignorer, à me traiter avec froideur. Ils ont arrêté de me visiter et ce matin sa voix se brisa. Ce matin, Carlos m'a dit qu'il m'emmènerait à un examen médical spécial dans un autre état. Ils m'ont fait monter dans la voiture. Oh bon, vous connaissez le reste. » Les larmes coulèrent librement sur son visage ridé. Elena sentit une rage profonde, mêlée à une tristesse infinie. « Je suis vraiment désolé, Don Roberto, » dit-elle avec tendresse. « Aucun père ne mérite ça. Je ne veux pas de votre pitié, ma fille, répondit-il en s'essuyant les yeux. Seulement votre compagnie. Ça fait si longtemps que quelqu'un ne m'a pas traité avec dignité. » Elena lui prit la main avec douceur. « Tant que vous êtes sous mon toit, il ne vous manquera rien. Je vous le promets. » Don Roberto serra sa main avec gratitude. En ce moment, quelque chose d'invisible, mais puissant les unit. Un pacte silencieux entre 2 âmes que le monde avait essayé de briser. Ce soir-là, Elena prépara un lit de camp avec des couvertures propres dans la petite chambre du fond. Don Roberto dormit profondément pour la première fois depuis des mois, et avant de fermer les yeux murmura une prière en remerciant d'avoir trouvé quelqu'un comme elle. Mais ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est qu'en ce même moment, dans une maison de l'autre côté de la ville, 3 personnes levaient leur verre de whisky et portaient un toast à leur liberté. « Enfin nous nous sommes libérés du vieux, » dit Carlos avec un sourire cruel. « Maintenant l'héritage est à nous, » ajouta Patricia. « Et personne ne pourra arrêter ce qui vient, » conclut Miguel. Les 3 rirent tandis qu'à l'extérieur il commençait à pleuvoir, mais aucun ne remarqua la figure qui les observait depuis le jardin sombre. C'était Sébastien, le chauffeur de la famille, un homme de 60 ans qui avait servi Don Roberto pendant 30 ans et qui connaissait chacun de ses secrets. Et ce que Sébastien savait ferait trembler les fondations de cette famille de serpents. Les jours passèrent avec une tranquillité trompeuse. Don Roberto récupéra des forces peu à peu. Elena le soignait avec un dévouement qu'il n'avait connu ni même de sa défunte épouse. Elle lui préparait ses repas préférés, l'aidait à marcher dans le petit jardin, lui lisait le journal à voix haute parce que ses yeux n'étaient plus les mêmes. Un après-midi, tandis qu'il prenait le café sur le porche, Don Roberto sortit de sa vieille valise une enveloppe jaunie attachée avec une corde rouge. « Elena, j'ai besoin que vous gardiez ça, » dit-il avec solennité. « Qu'est-ce que c'est, Don Roberto ?»« Ma dernière volonté, » répondit-il en la regardant dans les yeux. « Quelque chose que mes enfants ne doivent pas trouver. »« Pas encore. » Elena prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Je ne comprends pas. À l'intérieur de cette enveloppe se trouve la vérité, » expliqua-t-il. « Il y a 2 ans, quand j'ai su que mes enfants ne me voyaient que comme un portefeuille sur pattes, j'ai pris une décision. J'ai changé mon testament. Tout ce que j'ai construit pendant 50 ans, chaque propriété, chaque compte bancaire, chaque action de mes entreprises, je l'ai mis au nom de quelqu'un qui le méritait vraiment. » Elena sentit que le monde s'arrêtait. « À qui ?» Don Roberto sourit avec tristesse. « Ça vous le découvrirez quand le moment sera venu. Pour l'instant, gardez-le seulement. Quand je ne serai plus là, cette enveloppe sera votre bouclier contre ce qui vient. Don Roberto, ne parlez pas comme ça. Vous allez vivre encore de nombreuses années. Nous avons tous une horloge, ma fille, et la mienne arrive à sa fin. Mais n'ayez pas peur, j'ai fait ce qui était juste. Et quand la vérité sortira au grand jour, le monde verra qui sont vraiment mes enfants.
Elena rangea l'enveloppe dans une boîte en métal qu'elle cacha dans l'armoire. Ce soir-là, elle ne put pas dormir. Quelque chose dans les paroles du vieil homme l'inquiétait. Elle sentait qu'une tempête s'approchait et elle ne se trompait pas. Le lendemain, tandis qu'Elena allait au marché du village, une Mercedes noire s'arrêta devant sa maison. En descendirent Carlos et Patricia Mendoza, accompagnés d'un homme en costume gris qui portait une mallette en cuir. « Tu es sûr que c'est ici ?» demanda Patricia avec mépris en regardant la maison humble. « Le traceur GPS du portable de papa marque cet endroit, » répondit Carlos. « Cette femme-là ici. » Don Roberto, qui se reposait sur le porche, vit la voiture et son visage pâlit. Il essaya de se lever pour entrer dans la maison, mais ses jambes ne répondirent pas assez vite. « Papa !» cria Carlos en marchant vers lui avec une fausse préoccupation. « Dieu merci que vous allez bien. Nous vous avons cherché partout. »« Ne me touche pas !» répondit Don Roberto d'une voix ferme. « Pas après ce que vous avez fait. » Patricia s'approcha avec des larmes de crocodile. « Papa, il y a eu un malentendu. Le chauffeur s'est trompé et vous a laissé au mauvais endroit. Nous avons été désespérés. »« Menteur !» cracha le vieil homme. « Vous m'avez abandonné exprès. Vous m'avez laissé pour que je meure. » L'homme au costume gris s'avança. « Monsieur Mendoza, je suis le docteur Ramirez, psychiatre de la famille. Vos enfants sont inquiets pour votre état mental. Nous croyons que vous souffrez d'un épisode de démence sénile. » Don Roberto sentit que le sang lui bouillait. « Démence. Je suis parfaitement sain d'esprit. Papa, s'il vous plaît. » Intervint Carlos avec un ton condescendant. « Nous sommes venus vous ramener à la maison. » Cette femme regarda autour d'elle avec mépris. « Cette femme vous manipule. Sûrement elle veut s'emparer de votre argent. »« Elena m'a sauvé la vie, » cria Don Roberto. « Elle a été la seule qui s'est arrêtée quand vous m'avez laissé mourir. » En ce moment, Elena revint du marché avec les sacs dans les mains. En voyant la Mercedes et les deux personnes élégantes, elle sut immédiatement qui ils étaient. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle avec fermeté. Patricia la regarda de haut en bas avec dédain. « Et toi qui es-tu? La nouvelle infirmière ou la nouvelle chasseuse de fortune ?» Elena posa les sacs par terre et marcha jusqu'à se placer à côté de Don Roberto. « Je suis Elena Vargas et ce monsieur est sous mes soins parce que vous l'avez abandonné comme des chiens. » Carlos lâcha un rire cruel. « Regardez ça, la servante jouant à l'héroïne. Combien mon père t'a payé pour monter ce théâtre? »« Personne ne m'a payé quoi que ce soit, » répondit Elena avec les yeux en feu. « Je l'ai ramassé parce qu'il mourait de soif au bord de la route. Quelque chose que vous, avec tout votre argent, avez été incapable de faire. » Le docteur Ramirez intervint avec un ton professionnel. « Madame, je vous recommande de ne pas interférer dans les affaires familiales. Le monsieur Mendoza a besoin d'une attention médicale spécialisée que vous ne pouvez pas lui fournir. »« Le monsieur Mendoza a besoin d'amour, » répliqua Elena. « Et c'est quelque chose que vous ne savez même pas comment l'écrire. » L'attention était palpable. Patricia sortit son téléphone. « Je vais appeler la police. Cette femme retient notre père contre sa volonté. »« Personne ne me retient, » cria Don Roberto en se levant avec effort. « Elena m'a ouvert sa maison quand mes propres enfants m'ont jeté à la poubelle et ici je reste. » Carlos changea de stratégie, s'approcha de son père avec une expression inquiète. « Papa, je comprends que tu sois en colère. Nous avons commis une erreur, mais viens à la maison. Nous parlerons calmement, nous arrangerons tout. » Don Roberto le regarda fixement dans les yeux. « Pourquoi faire? Pour que vous droguiez à nouveau ma nourriture et me laissiez dans un endroit pire. » Un silence glacial tomba sur le groupe. Patricia pâlit. « Papa, c'est une folie. Nous ne ferions jamais quelque chose comme ça. J'ai trouvé les pilules broyées dans mon café, » dit le vieil homme d'une voix tremblante mais ferme. « Les mêmes que celles qu'on m'a prescrites pour le cœur, mais en dose triple. Vous vouliez que ça ressemble à un accident. » Elena sentit que ses jambes tremblaient. Cette famille n'avait pas seulement abandonné son père, ils avaient essayé de le tuer. Le docteur Ramirez garda un silence inconfortable. Il était évident qu'il en savait plus qu'il n'en avait l'air. Carlos serra les poings. « Très bien. Si c'est ce que tu veux, papa, reste avec ta sauveuse. Mais quand tu te rendras compte qu'elle ne cherche que ton argent, il sera trop tard. Mon argent ne vous appartient plus, » dit Don Roberto avec un sourire amer. « Et bientôt vous le saurez. » Patricia fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que j'ai fait des changements. Des changements que vous ne pourrez pas inverser. » Les trois visiteurs échangèrent des regards de panique. Carlos s'approcha dangereusement de son père. « Qu'est-ce que tu as fait, vieux? Tu as changé le testament.
Don Roberto garda le silence, mais son sourire en disait long. Patricia lâcha un cri de frustration. « Tu es sénile. Aucun juge ne respectera un testament signé par un dément. Je ne suis pas dément, répondit Don Roberto avec calme. Et j'ai des témoins qui le corroboreront. » Elena comprit en ce moment la dimension de ce qui se passait. Don Roberto n'était pas seulement un vieil homme abandonné, c'était un homme qui avait planifié sa vengeance avec une précision chirurgicale. Carlos fit un signe au docteur Ramirez, qui sortit des papiers de sa mallette. « Monsieur Mendoza, nous avons besoin que vous signiez ces documents. Ce sont pour votre admission volontaire dans une clinique de repos où vous recevrez les meilleurs soins. »« Je ne vais signer rien, » dit Don Roberto. « Alors nous le ferons par la voie légale, » menaça Patricia. « Nous avons des témoins qui confirmeront votre incapacité mentale. » Elena fit un pas en avant, s'interposant entre eux et le vieil homme. « Sur mon cadavre, vous allez emmener Don Roberto nulle part. » Carlos la regarda avec une haine pure. « Tu n'es personne pour te mêler de ça, servante. »« Je suis la personne qui était là quand vous n'y étiez pas, » répondit Elena d'une voix ferme. « Et si vous essayez de l'emmener par la force, je crierai si fort que tout le village viendra voir quel genre d'enfants abandonnent leur père mourant au milieu de nulle part. » La menace était réelle. Dans les petits villages, la réputation et tous les Mendoza ne pouvaient pas se permettre un scandale public. Carlos fit un pas en arrière, respirant avec une rage contenue. « Ça ne reste pas comme ça, » dit-il d'une voix glaciale. « Nous reviendrons et quand nous le ferons, nous aurons tout le poids de la loi de notre côté. » Ils montèrent dans la Mercedes et démarrèrent à toute vitesse, soulevant un nuage de poussière. Elena et Don Roberto restèrent sur le porche tremblant par l'adrénaline. « Je suis désolé, ma fille, » murmura le vieil homme. « Je t'ai mise dans un problème qui n'est pas le tien. » Elena lui prit la main avec tendresse. « Vous ne m'avez mise dans rien, Don Roberto. J'ai choisi de rester et je ne vais pas laisser ces vautours vous dévorer. » Le vieil homme la regarda avec les yeux humides. « Tu es la fille que je n'ai jamais eue, Elena. » Elle sourit avec tristesse. « Et vous êtes ?» Le père que j'ai perdu il y a des années. Cette nuit-là, Elena sortit l'enveloppe jaunie de sa cachette. Elle la regarda pendant longtemps tentée de l'ouvrir, mais elle se rappela la promesse qu'elle avait faite. Elle attendrait le moment indiqué. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce moment arriverait beaucoup plus tôt qu'elle ne l'imaginait. Et quand la vérité sortirait au grand jour, rien ne serait plus pareil. Les jours suivants transcurent dans un calme tendu. Don Roberto et Elena vivaient avec la certitude que quelque chose était sur le point de se produire. Le vieil homme ne sortait plus sur le porche, il restait à l'intérieur de la maison lisant de vieux journaux et écrivant dans un cahier aux couvertures usées. Un après-midi, tandis qu'Elena préparait le dîner, Don Roberto l'appela dans la salle à manger. « Assieds-toi, ma fille. J'ai besoin de te raconter quelque chose d'important. » Elena s'assit en face de lui, s'essuyant les mains sur le tablier. « Quand j'étais jeune, » commença Don Roberto. « Je suis arrivé dans ce pays sans rien. Je n'apportais qu'une valise avec de vieux vêtements et un rêve. J'ai travaillé dans ce que je pouvais, portant des sacs, nettoyant des sols, vendant des journaux. Je me suis brisé le dos pendant des années jusqu'à ce que je réussisse à acheter mon premier terrain. De là j'ai construit mon premier bâtiment, puis un autre et un autre. J'ai travaillé tant que j'ai presque pas vu grandir mes enfants. » Il fit une pause douloureuse. Ma femme Béatrice m'avertissait. Roberto me disait, l'argent n'élève pas les enfants. Ta présence si, mais je ne l'ai pas écouté. Je croyais qu'en leur donnant tout matériellement, je leur donnais de l'amour. Je me suis trompé. Elena écoutait en silence, avec le cœur serré. Carlos, Patricia et Miguel ont grandi avec tout servi sur un plateau d'argent. Ils n'ont jamais connu la faim. Ils n'ont jamais su ce que c'est de travailler jusqu'à ce que les os te fassent mal. Et quand Béatrice est morte il y a 5 ans, ils n'ont pas pleuré pour leur mère. Ils ont pleuré parce qu'ils craignaient que je me remarie et divise leur héritage. Quelle tristesse, Don Roberto, murmura Elena. Depuis lors j'ai su que j'avais élevé des monstres, continua-t-il. Mais j'avais aussi une part de faute. Alors il y a 2 ans, après ma première crise cardiaque, j'ai pris une décision. J'ai appelé mon avocat de confiance, Mauricio Soli, un homme honnête qui m'a servi pendant 30 ans, et j'ai changé mon testament. Elena sentit que son cœur battait fort. Tout ce que j'ai, Elena, chaque propriété, chaque centime, chaque action de mes entreprises. Je l'ai mis au nom d'une fondation bénévole, une fondation qui aidera les personnes âgées abandonnées comme moi. Et l'administratrice de cette fondation, c'est toi. Le monde d'Elena s'arrêta. Les paroles de Don Roberto résonnaient dans sa tête comme des cloches. Quoi? Qu'est-ce que vous dites?
que tu es l'héritière de ma fortune, ma fille. Pas parce que tu cherches mon argent, mais précisément parce que tu ne le cherches pas. Tu es la seule personne qui m'a vu comme un être humain et non comme un compte bancaire. Elena porta les mains à son visage, les larmes jaillissant sans contrôle. Don Roberto, je ne peux pas accepter ça. Je seulement voulais vous aider. Je le sais, dit-il avec tendresse. C'est pour ça que tu es la bonne. L'enveloppe que je t'ai donnée contient une copie certifiée du testament. L'original est entre les mains de Mauricio. Quand je mourrai, il rendra publique ma volonté et mes enfants ne pourront rien faire pour l'empêcher. Elena tremblait de la tête aux pieds. Et s'ils essaient d'annuler le testament, s'ils disent que vous étiez malade, que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Don Roberto sourit avec astuce. C'est pour ça que j'ai laissé tout documenté, vidéos, lettres, témoignages médicaux de 3 docteurs différents certifiant ma lucidité mentale. Tout est dans un coffre-fort dans le bureau de Mauricio. Mes enfants peuvent se battre autant qu'ils veulent. Ils ne gagneront pas. Elena ne savait pas quoi sentir. D'un côté, la gratitude l'accablait. De l'autre, la peur la paralysait. Don Roberto, vos enfants vont vouloir me tuer. C'est pour ça que j'ai préparé une protection, dit-il. Mauricio a des instructions pour contacter la presse dès que je décéderai. L'histoire de l'entrepreneur millionnaire qui a été abandonné par ses enfants et sauvé par une employée humble sera le sujet de conversation du pays. Personne n'osera te toucher. Elena respira profondément, essayant de tout traiter. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien, interrompit Don Roberto. Seulement promets-moi que tu utiliseras cet argent pour aider d'autres comme moi, des personnes âgées oubliées, jetées par leur famille. Promets-moi que tu construiras un refuge où ils trouveront de la dignité. Elena lui prit les 2 mains en pleurant. Je vous le promets, Don Roberto. Je le jure sur ma vie. Le vieil homme hocha la tête satisfait. Cette nuit-là, il dormit en paix, sachant que son legs serait entre de bonnes mains. Mais ce que ni l'un ni l'autre ne savait, c'est qu'en ce même moment, dans un bureau élégant du centre de la ville, Carlos Mendoza était en train de corrompre un juge pour déclarer son père mentalement incapable. La guerre légale ne faisait que commencer. 3 jours après, à la 1 heure du matin, 2 patrouilles de police s'arrêtèrent devant la maison d'Elena. En descendirent 4 officiers, un médecin légiste et une travailleuse sociale. Elena ouvrit la porte avec le cœur battant dans la gorge. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle nerveuse. L'officier en charge, un homme d'environ 40 ans avec un visage de peu d'amis, montra un document. « Nous avons un ordre judiciaire pour évaluer l'état mental du monsieur Roberto Mendoza. Sa famille a présenté une plainte alléguant qu'il est retenu contre sa volonté et qu'il souffre de démence sénile. » Elena sentit que son sang se glaçait. « C'est un mensonge. Don Roberto va parfaitement bien et il est ici de sa propre volonté. Ça le déterminera le médecin, madame, répondit l'officier avec froideur. Maintenant écartez-vous ou je devrai vous arrêter pour obstruction à la justice. En ce moment, Don Roberto apparut dans le couloir appuyé sur sa canne. Pas besoin d'arrêter personne. Officier dit d'une voix ferme, je suis ici et je suis en pleine possession de mes facultés mentales. Le médecin légiste, un homme mince avec des lunettes épaisses, s'approcha avec un porte-papier. Monsieur Mendoza, j'ai besoin de vous poser quelques questions pour évaluer votre état cognitif. Allez-y, répondit Don Roberto avec dignité. Je n'ai rien à cacher. Pendant les 20 minutes suivantes, le médecin lui posa des questions sur des dates, des noms, des adresses, des calculs mathématiques simples. Don Roberto répondit à chacune sans hésiter. Son esprit était clair comme du cristal. Le médecin prit des notes en silence. La travailleuse sociale, une femme d'âge moyen avec une expression sévère, parcourut la maison du regard, cherchant n'importe quel signe de négligence ou de maltraitance. « Combien de temps vivez-vous ici, monsieur Mendoza » demanda-t-elle. « 2 semaines, répondit-il. « Et pourquoi n'êtes-vous pas chez vous ?»« Parce que mes enfants ont essayé de me tuer, dit-il avec calme. Ils m'ont abandonné au milieu d'une route déserte pour que je meure d'insolation. Cette femme m'a sauvé la vie. » La travailleuse sociale échangea des regards avec l'officier. « Ce sont des accusations graves, monsieur, et elles sont vraies, » affirma Don Roberto. « J'ai des preuves. Mon chauffeur, Sébastien Torres, a été témoin de tout et je suis sûr que si vous vérifiez les caméras de sécurité de ma maison, vous verrez comment mes enfants manipulaient mon médicament. » L'officier nota tout dans son carnet. « Sébastien Torres, où pouvons-nous le trouver? Il vit dans le complexe des employés de ma ancienne résidence, rue Las Palmas, 847. » Le médecin légiste ferma son porte-papier. « Monsieur Mendoza,
En me basant sur cette évaluation préliminaire, je peux dire que vous ne présentez pas de signes de démence ou d'incapacité mentale. Vos réponses sont cohérentes et vous êtes orienté dans le temps et l'espace. La travailleuse sociale fronça les sourcils, clairement déçue. « Es-tu sûr, docteur ?» « Complètement, » répondit le médecin. Cet homme est en pleine possession de ses facultés. Elena sentit qu'un poids énorme se levait de ses épaules, mais elle savait que ça n'arrêterait pas les enfants de Don Roberto. L'officier rangea son carnet. « Très bien, je présenterai mon rapport au juge. Pour l'instant, Monsieur Mendoza, vous êtes libre de rester où vous voulez. » Quand la police partit, Elena et Don Roberto s'embrassèrent avec soulagement. Mais tous deux savaient que c'était seulement une victoire temporaire. « Ils vont continuer à essayer, » dit Elena avec inquiétude. « Je le sais, » répondit Don Roberto. « C'est pour ça que nous devons agir vite. Appelle ce numéro. » Il lui remit une carte froissée. Dessus était imprimé le nom. Mauricio Soli, avocat. Elena composa le numéro avec des mains tremblantes. Après 3 sonneries, une voix grave répondit. Bureau du licencié Soli. « Excusez-moi, j'appelle de la part de Don Roberto Mendoza. Il m'a dit de le contacter urgemment. » Il y eut une pause. « Est-ce que Don Roberto va bien? Dites-lui que j'y vais immédiatement. » 1 heure après, un homme d'environ 60 ans, avec des cheveux grisonnants et un port distingué frappait à la porte. Il portait une mallette en cuir et était vêtu d'un costume impeccable, mais sans ostentation. Don Roberto dit en entrant avec les yeux humides, « Dieu merci que vous allez bien. J'ai appris ce que vos enfants ont fait. C'est impardonnable. » Les 2 hommes s'embrassèrent comme de vieux amis. Mauricio, elle c'est Elena Vargas, présenta Don Roberto, la femme dont je t'ai parlé. Mauricio serra la main d'Elena avec respect. « C'est un honneur de vous connaître, madame. Don Roberto m'a beaucoup parlé de vous. »« L'honneur est pour moi, licencié, » répondit Elena timidement. Ils s'assirent tous les 3 autour de la table. Mauricio sortit plusieurs documents de sa mallette. « Don Roberto, la situation est sérieuse. Vos enfants ont présenté une demande d'interdiction. Ils veulent vous déclarer incapable légalement pour annuler n'importe quel changement dans votre testament. Peuvent-ils faire ça? » demanda Elena alarmée. « Ils peuvent l'essayer, » répondit Mauricio. « Mais nous avons des preuves solides que Don Roberto est complètement lucide. De plus, j'ai enquêté. J'ai trouvé des preuves que Carlos, Patricia et Miguel ont détourné des fonds des entreprises familiales. De l'argent qui appartient à Don Roberto. » Don Roberto serra les poings. « Je savais qu'il volait, mais je n'avais pas de preuves. Maintenant nous les avons, » dit Mauricio. « Transferts suspects, comptes offshore, factures fausses, tout est documenté. S'ils veulent une guerre légale, nous leur donnerons une guerre. » Elena écoutait en silence, sentant qu'elle était au milieu d'un film. « Et qu'en est-il du testament ?» demanda Don Roberto. Mauricio sourit. « Il est blindé. 3 notaires différents ont certifié votre signature. 4 médecins ont évalué votre santé mentale. De plus, j'ai fait quelque chose d'autre. J'ai enregistré en vidéo votre déclaration complète sur pourquoi vous avez pris cette décision. Ça, avec les preuves de l'abandon, rend le testament pratiquement inattaquable. Quand sera-t-il rendu public? Demanda Elena. Mauricio la regarda avec sérieux. Quand Don Roberto décédera, ou s'il le décide avant. Mais je vous avertirai quelque chose, Madame Vargas. Quand cette information sortira au grand jour, votre vie changera pour toujours. Les Mendoza ont du pouvoir, des contacts, de l'argent. Ils essaieront de vous détruire de toutes les manières possibles. Elena respira profondément. « Je suis préparé. »« Non, vous ne l'êtes pas, » dit Mauricio avec gentillesse. « Personne ne l'est jamais. Mais ça ne signifie pas que ça ne doive pas se faire. La justice exige parfois des sacrifices. » Don Roberto prit la main d'Elena. « Si c'est trop, ma fille, tu peux te rétracter. Je changerai le testament et mettrai tout au nom d'une fondation anonyme. Tu n'as pas apporté ça. » Elena le regarda dans les yeux. En eux, elle vit des décennies de douleur, de trahison, de solitude. Elle vit l'homme qui avait construit un empire seulement pour se rendre compte qu'il avait élevé des vipères et elle sut qu'elle ne pouvait pas l'abandonner. « Je ne vais pas me rétracter, Don Roberto. Vous avez besoin de moi. Et je vous ai promis que je ne vous laisserai pas seul. » Le vieil homme sourit avec les yeux pleins de larmes. « Tu es la fille que j'aurais dû avoir. » Mauricio rangea ses documents. « Très bien. Alors voilà ce que nous ferons. Je présenterai une contre-plainte accusant Carlos, Patricia et Miguel d'abandon de personnes vulnérables, tentative d'homicide et fraude. Aussi je demanderai une ordonnance de restriction pour qu'ils ne puissent pas s'approcher de Don Roberto. Ça fonctionnera?
demanda Elena. Avec les preuves que nous avons. Oui, répondit Mauricio. Mais préparez-vous, ça va devenir moche avant de s'améliorer. Et il avait raison. Cet après-midi-là, quand Mauricio partit, Elena alluma la télévision pour voir les nouvelles. Son cœur s'arrêta presque en voyant le titre. Employé domestique kidnappe entrepreneur millionnaire pour voler sa fortune. À l'écran apparaissait Carlos Mendoza, vêtu d'un costume impeccable donnant des déclarations face à une armée de journalistes. Mon père est un homme âgé, vulnérable. Cette femme sait avantage de son état pour l'éloigner de sa famille et le manipuler. Nous avons des preuves qu'elle le retient contre sa volonté. Nous voulons seulement récupérer notre père et nous assurer qu'il reçoive les soins qu'il mérite. Elena sentit que ses jambes tremblaient. Don Roberto, qui était à ses côtés, éteignit la télévision avec rage. « Maudit menteur, Don Roberto, ça va sortir de contrôle. » dit Elena d'une voix brisée. « Ils font que je paraisse la méchante. »« Je le sais, » répondit-il en lui prenant les mains. « Mais la vérité sort toujours au grand jour. Nous avons seulement besoin de résister un peu plus. » Cette nuit-là, Elena ne put pas dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Carlos Mendoza montant effrontément face aux caméras. Elle voyait les titres des journaux. Elle voyait les gens du village la regardant avec méfiance. À 3 heures du matin, elle se leva et alla à la cuisine pour un verre d'eau. Depuis la fenêtre, elle vit quelque chose qui la glaça. Une voiture sombre était garée de l'autre côté de la rue avec les lumières éteintes. À l'intérieur, une figure observait la maison. Elena courut réveiller Don Roberto. « Il nous surveille » murmura-t-elle. Le vieil homme se leva avec difficulté et regarda par la fenêtre. La voiture était toujours là, immobile, menaçante. « Appelle Mauricio » dit-il d'une voix grave. Maintenant Elena composa le numéro. Mauricio répondit d'une voix somnolente. « Elena, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui surveille la maison. Je crois que ce sont les enfants de Don Roberto. Ne bougez pas de là, ordonna Mauricio. Je vais appeler la police. Et à partir de demain, je contracterai une sécurité privée pour vous. » Quand elle raccrocha, Elena regarda à nouveau par la fenêtre. La voiture avait disparu, mais elle savait qu'il reviendrait. La guerre venait d'escalader à un autre niveau. Les jours suivants furent un cauchemar. Les journalistes campèrent devant la maison d'Elena, cherchant n'importe quel angle sensationnaliste pour l'histoire. Les voisins commencèrent à murmurer. Certains la défendaient, d'autres l'accusaient d'opportuniste. Un matin, quand Elena sortit pour acheter des provisions, un groupe de femmes l'entoura au marché. « Est-ce vrai que vous avez séquestré M. Mendoza ?» demanda l'une d'elles avec un ton accusateur. « Bien sûr que non, » répondit Elena en essayant de garder son calme. « Il est avec moi parce que sa famille l'a abandonné. »« C'est ce que tu dis ?» intervint une autre. « Mais son fils a dit à la télévision que tu l'as manipulé. » Elena sentit que la rage lui montait à la gorge. Son fils est un menteur qui a laissé son propre père mourir au milieu de la route. Je l'ai seulement aidé. Et tu t'attends à ce qu'on te croie, dit une troisième femme, une employée pauvre qui soudain prend soin d'un millionnaire. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Elena serra les sacs avec force, les larmes menaçant de sortir. Croyez ce que vous voulez. Je connais la vérité. Elle sortit du marché presque en courant. Dans la rue, les flashs des caméras l'aveuglèrent. Les reporters l'entourèrent comme des vautours. Madame Vargas, est-ce vrai que vous avez obligé Don Roberto à changer son testament? Madame Vargas, combien d'argent vous a-t-il promis? Madame Vargas, où est retenu le vieil homme? Elena poussa les reporters et courut vers sa camionnette. Elle monta et démarra avec les mains tremblantes. Dans le rétroviseur, elle vit la meute de journalistes la suivant avec leurs caméras. Quand elle arriva à la maison, elle s'effondra. Don Roberto la trouva pleurant dans la cuisine. « Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en peux plus. » Don Roberto sanglota. « Tout le village pense que je suis une voleuse. Les journalistes ne me laissent pas en paix. Vos enfants sont en train de détruire ma réputation. » Le vieil homme l'embrassa avec force. « Je le sais et je suis désolé. Je n'aurais jamais dû te traîner là-dedans. »« Ce n'est pas votre faute, dit Elena en s'essuyant les larmes. Vous êtes la victime ici. Nous le sommes tous les deux, répondit Don Roberto. Mais ça va se terminer bientôt. Mauricio est en train de préparer quelque chose qui changera toute la narrative. Elena le regarda avec les yeux gonflés. Quelle chose? Une conférence de presse où je raconterai ma version des faits et où nous présenterons les preuves de ce que mes enfants ont fait. Êtes-vous sûr? Une fois que je ferai ça, il n'y a pas de retour en arrière. Don Roberto hocha la tête avec détermination. Je suis sûr.
Il est déjà temps que le monde sache quel genre de personnes sont mes enfants. 2 jours après, Mauricio organisa une conférence de presse dans un hôtel du centre. Les médias remplirent la salle anxieux d'entendre le millionnaire qui avait été séquestré. Don Roberto entra avec Elena à ses côtés. Les caméras flashèrent, les murmures remplirent la salle. Le vieil homme marcha avec dignité jusqu'au podium et regarda directement les caméras. « Mon nom est Roberto Mendoza et je suis venu ici pour dire la vérité. » Le silence fut absolu. Il y a 2 semaines, mes 3 enfants m'ont fait monter dans une voiture avec le prétexte de m'emmener à un examen médical. Au lieu de ça, ils m'ont abandonné au milieu d'une route déserte sous le soleil ardent, sans eau, sans nourriture, sans médicaments. Ils m'ont laissé là pour que je meure. Les journalistes commencèrent à prendre des notes frénétiquement. Cette femme pointa Elena. Elena Vargas passait par hasard dans sa vieille camionnette. Elle s'est arrêtée, m'a donné de l'eau, m'a emmené chez elle, m'a soigné comme si j'étais son propre père. Elle ne m'a rien demandé en échange, elle m'a seulement offert de la dignité. Les caméras se focalisèrent sur Elena, qui pleurait en silence. Mes enfants disent qu'elle m'a manipulé, qu'elle m'a séquestré. La vérité est qu'elle m'a sauvé la vie et maintenant ils essaient de la détruire parce qu'ils savent que j'ai changé mon testament. Parce qu'ils savent que quand je mourrai, ils ne verront pas un seul centime de ma fortune. Les murmures explosèrent dans la salle. « Où est allé votre héritage, monsieur Mendoza ?» cria un journaliste. Don Roberto sourit avec tristesse pour créer une fondation pour les personnes âgées abandonnées, des gens comme moi, qui ont construit des empires et ont fini oubliés par leur propre famille. Elena Vargas sera l'administratrice, parce qu'elle, une femme qui n'a rien, m'a donné tout. Les caméras capturèrent chaque mot. Elena, accablée, cacha son visage entre les mains. « Et j'ai des preuves, » continua Don Roberto. « Des preuves que mes enfants ont détourné de l'argent de mes entreprises. Des preuves qu'ils ont manipulé mes médicaments. Des preuves de tout. Le licencié Soli les présentera devant les autorités correspondantes. » Mauricio se leva et montra un dossier plein de documents. Ici sont les transferts bancaires irréguliers, les factures fausses, les témoignages. Tout sera remis au procureur général. Le scandale explosa comme une bombe. Les journalistes criaient des questions. Les caméras ne cessaient de filmer. Dans une maison de l'autre côté de la ville, Carlos, Patricia et Miguel regardaient la télévision avec des expressions d'horreur. « Il nous a détruits », murmura Patricia avec le visage pâle. Ce vieux maudit grogna Carlos en jetant sa coupe contre le mur. « Il nous a détruits tous. » Miguel, le plus jeune, s'enfonça dans le canapé avec la tête entre les mains. « Nous sommes finis. Notre réputation, nos entreprises, tout. » À l'hôtel, Don Roberto termina sa déclaration. « Je veux seulement dire une chose de plus. À tous les parents qui regardent ça, ne commettez pas mon erreur. Ne remplissez pas vos enfants d'argent et ne les laissez pas vides de valeur. Parce que quand vous aurez besoin d'amour, vous ne trouverez que de la cupidité. » Il s'éloigna du podium entre applaudissements et larmes. Elena l'embrassa tandis que les flashs illuminaient le moment. Cette nuit-là, l'histoire de Don Roberto et Elena Vargas devint virale. Les hashtags justice pour Don Roberto et Elena héroïne devinrent tendance. L'opinion publique changea radicalement. Les Mendoza passèrent de victimes à méchants en question d'heures, mais la bataille légale ne faisait que commencer. Les mois suivants furent un tourbillon d'audiences, déclarations et témoignages. Sébastien, le chauffeur, déclara sous serment tout ce qu'il avait vu. Les caméras de sécurité de la maison Mendoza révélèrent des images de Carlos manipulant les pilules de son père. Le parquet présenta des accusations pour abandon de personnes vulnérables, fraude et tentative d'homicide. Carlos, Patricia et Miguel furent arrêtés. Leurs visages menottés apparurent dans tous les journaux. Don Roberto ne sentit pas de joie en le voyant, seulement une tristesse profonde. « C'étaient mes enfants, » murmura une nuit. « Je les ai aimés de tout mon cœur. Où me suis-je trompé ?» Elena, qui était à ses côtés, lui prit la main. « Vous ne vous êtes pas trompé en les aimant. Eux se sont trompés en ne valorisant pas cet amour. » Le vieil homme hocha la tête en silence. Le procès fut long et douloureux. Les avocats des Mendoza essayèrent toutes les stratégies possibles. Ils alléguèrent que Don Roberto souffrait de démence, qu'Elena l'avait manipulé, que le testament était invalide, mais les preuves étaient accablantes. Les vidéos où Don Roberto expliquait lucidement ses décisions, les rapports médicaux certifiant sa santé mentale, les témoignages de Sébastien, de Mauricio, des voisins qui ont vu Elena le soignant avec amour. Le juge, une femme d'environ 60 ans avec une expression sévère,
écouta tout avec attention. Le jour du verdict, la salle était bondée. Après avoir examiné toutes les preuves, dit la juge, ce tribunal détermine que le testament de Roberto Mendoza est valide et a été réalisé en pleine possession de ses facultés mentales. De plus, il déclare coupable Carlos, Patricia et Miguel Mendoza des délits d'abandon de personnes vulnérables et fraude. Ils sont condamnés à 5 ans de prison. Le marteau tomba. Elena ferma les yeux soulagés. Don Roberto resta impassible. Dehors du tribunal, les journalistes les attendaient. « Comment vous sentez-vous, Don Roberto ?» Le vieil homme répondit d'une voix fatiguée. « Il n'y a pas de joie là-dedans. J'ai perdu mes enfants, mais au moins justice a été faite. Et vous, Madame Vargas ?» Elena regarda les caméras. « J'espère seulement que cette histoire serve pour que d'autres personnes âgées ne souffrent pas ce que Don Roberto a souffert. La vieillesse n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction. Et nos aînés méritent du respect, pas l'abandon. » Ces paroles émurent des millions. Dans les semaines suivantes, Don Roberto et Elena travaillèrent avec Mauricio à la création de la fondation Espoir Doré. Ils achetèrent un terrain large en dehors du village et commencèrent la construction d'un foyer pour personnes âgées abandonnées. Don Roberto supervisait chaque détail depuis sa chaise roulante. Sa santé avait empiré, mais son esprit était plus fort que jamais. « Je veux qu'il ait des jardins, lui disait-il à Elena, et une bibliothèque et des salons où il puisse faire des activités. Je ne veux pas que ce soit un asile triste, je veux que ce soit un vrai foyer. » Elena accomplit chacun de ses désirs. Les donations arrivaient de tout le pays. Des gens émus par l'histoire envoyaient de l'argent, des meubles, des livres, des vêtements. 6 mois après, le foyer Espoir Doré ouvrit ses portes. Don Roberto coupa le ruban inaugural entre larmes et applaudissements. « C'est ce que je devais faire depuis le début, » dit d'une voix brisée. « Utiliser mon argent pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. » Le premier groupe de résidents arriva cet après-midi-là. Des personnes âgées abandonnées par leur famille, des gens sans abri, des grands-parents oubliés. Elena les reçut chacun avec une étreinte. « Bienvenue à la maison, leur disait-elle. Ici personne n'est invisible. » Don Roberto, depuis sa chaise, les observait avec orgueil. Il avait trouvé son but final, mais son corps était déjà fatigué. Une nuit, 2 mois après l'inauguration, il souffrit une crise cardiaque. Elena le trouva dans sa chambre respirant avec difficulté. « Non, s'il vous plaît, non. Pas encore, supplia-t-elle en appelant l'ambulance. À l'hôpital, les médecins firent tout le possible. Mais le cœur de Don Roberto était épuisé. Elena resta à ses côtés en lui tenant la main. « Ma fille, » murmura-t-il d'une voix faible. « Merci de m'avoir donné une raison de croire en l'humanité à nouveau. Ne me laissez pas, Don Roberto, » plaira Elena. « Il y a encore tant à faire. Tu le feras. » Il sourit faiblement. « Toi tu as le cœur que je n'ai pas su cultiver chez mes enfants. Promets-moi que tu prendras soin de tous ces grands-parents comme tu as pris soin de moi. »« Je vous le promets, » sanglota Elena. « Je le jure sur ma vie. » Don Roberto ferma les yeux avec un sourire de paix. « Alors je peux partir tranquille. » Dis à Mauricio qu'il exécute le testament et dis au monde que la vraie richesse n'a jamais été dans mon compte bancaire. Elle a été de trouver quelqu'un comme toi. Ce furent ses dernières paroles. À 3h47 du matin, Roberto Mendoza exhala son dernier soupir. Elena serra sa main jusqu'à la fin, pleurant en silence tandis que les machines émettaient ce son long et monotone qui marque la fin. L'enterrement fut multitudinaire. Des gens de tout le pays arrivèrent pour lui dire adieu. Mais les seuls qui n'assistèrent pas furent ses 3 enfants, qui purgeaient encore leur peine en prison. Elena prononça l'éloge funèbre d'une voix tremblante mais ferme. Don Roberto fut un homme qui commit des erreurs comme tout le monde, mais il eut le courage de les reconnaître et d'essayer de les réparer. Il m'a enseigné qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste et il m'a démontré que la famille n'est pas seulement du sang, c'est de l'amour, du respect et être présent quand on en a le plus besoin. Ces paroles résonnèrent dans chaque cœur présent. Après l'enterrement, Mauricio réunit Elena dans son bureau pour la lecture officielle du testament. Bien qu'elle connaisse le contenu, l'entendre à voix haute l'accabla à nouveau. « Moi, Roberto Mendoza, en pleine possession de mes facultés, lègue toute ma fortune à la Fondation Espoir Doré sous l'administration d'Elena Vargas. Cela inclut toutes mes propriétés, comptes bancaires, actions en entreprise et biens personnels avec une valeur estimée de 200 millions de dollars. » Elena porta les mains à son visage. Le chiffre était si grand qu'elle ne pouvait même pas le traiter. « À mes enfants Carlos, Patricia et Miguel, je laisse cette lettre.
Mauricio sortit une enveloppe scellée et commença à lire. « Enfant, je ne vous laisse pas d'argent parce que l'argent est la seule chose que vous m'avez demandé pendant que j'étais vivant. Je leur laisse quelque chose de beaucoup plus précieux. La leçon que l'amour ne s'achète pas, il se gagne, que la famille se construit avec des actions, pas avec des paroles. J'espère qu'un jour, quand vous sortirez de prison, vous comprendrez que le vrai héritage que vous auriez dû chercher était mon respect, pas mon compte bancaire. Je vous ai aimé, mais je ne peux pas récompenser votre cruauté. Que Dieu vous pardonne, parce que moi je l'ai déjà fait. » Mauricio plia la lettre avec des larmes dans les yeux. « Cela aussi est pour vous, Elena. » Il lui remit une autre enveloppe. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes. « Elena, ne pleure pas pour moi. J'ai vécu une vie longue et à la fin je l'ai bien vécue grâce à toi. Utilise cet argent pour donner aux autres ce que tu m'as donné. De la dignité. Construis plus de foyers, aide plus de personnes âgées et souviens-toi toujours que la vraie richesse ne se compte pas en billets, elle se mesure en cœur touché. Tu as été la fille que j'ai toujours rêvé d'avoir. Merci de m'avoir laissé être le père que j'ai enfin appris à être avec amour éternel. Roberto. » Elena pleura comme elle n'avait jamais pleuré. Mauricio la laissa se défouler en silence. Quand enfin elle se calma, il lui parla avec douceur. « Elena, je sais que c'est accablant, mais Don Roberto a eu confiance en vous parce qu'il sait que vous ferez ce qui est juste. Je serai ici pour vous aider avec tout ce qui est légal, avec les entreprises, avec ce dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas seul. » Elena hocha la tête en s'essuyant les larmes. « Je ne sais pas si je suis préparé pour ça. Personne ne l'est jamais, » sourit Mauricio. « Mais vous avez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, l'intégrité. Et ça vaut plus que tous les millions du monde. » Les mois suivants furent d'adaptation et d'apprentissage. Elena, avec l'aide de Mauricio et d'une équipe d'administrateurs honnêtes, commença à gérer la fortune de Don Roberto. Ce ne fut pas facile. Il y eut des tentatives de fraude, des gens qui voulurent en profiter, des entrepreneurs corrompus qui pensèrent qu'une simple employée serait facile à manipuler. Mais Elena démontra avoir un instinct naturel pour les affaires, plus important encore, un sens inébranlable de la justice. Chaque décision qu'elle prenait, elle la consultait à la mémoire de Don Roberto. Que ferait-il? Cela aide les personnes âgées. Cela honore son legs. Avec le temps, la Fondation Espoir doré grandit. On ouvrit 3 foyers de plus dans différents États. On créa des programmes de formation pour les soignants, on établit des bourses pour les étudiants en gériatrie, on fit des campagnes nationales sur le respect des personnes âgées. Elena devint une figure publique reconnue. On l'invitait à donner des conférences, à participer à des programmes de télévision, à écrire des articles, mais elle ne changea jamais. Elle continuait à visiter chaque foyer personnellement, à parler avec chaque résident, à s'assurer que personne ne se sente oublié. Un après-midi, 2 ans après la mort de Don Roberto, Elena reçut un appel inattendu. C'était du directeur de la prison, où étaient enfermés les enfants de Don Roberto. « Madame Vargas, Miguel Mendoza a demandé à vous voir. Il dit qu'il a besoin de vous parler. » Elena sentit que son estomac se retournait. Miguel était le plus jeune des frères, celui qui avait toujours semblé moins cruel que Carlos et Patricia. « Puis-je refuser ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, mais il a insisté sur le fait que c'était important. Il dit qu'il veut vous demander pardon. » Elena y pensa pendant des jours. Finalement, elle décida d'y aller, non pour eux, mais pour fermer ce chapitre de sa vie. La salle de visite de la prison était froide et déprimante. Miguel entra avec l'uniforme de détenu, plus mince, avec des cheveux gris prématurés, avec les yeux enfoncés. Il s'assit en face d'Elena sans oser la regarder. « Merci d'être venu, » dit-il d'une voix rauque. Elena ne répondit pas, elle l'observa seulement en silence. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, » continua Miguel. « Je sais que ce que nous avons fait était impardonnable. Mais j'avais besoin de te dire que tu avais raison. Tout ce temps en prison m'a fait réfléchir et je me suis rendu compte que nous avions perdu notre père bien avant de l'abandonner sur cette route. Nous l'avons perdu le jour où nous avons décidé que son argent était plus important que son amour. » Elena sentit un mélange de pitié et de rage. « Et maintenant quoi? Tu t'attends à ce que je te dise que c'est bien, que tout s'arrange avec des excuses. » Non, répondit Miguel avec des larmes. « Je sais que rien de ce que je dis ne changera ce que j'ai fait. Je voulais seulement que tu saches que j'admire ce que tu fais avec la Fondation, que mon père a bien choisi et que j'aurais aimé être celui qui s'arrête sur cette route à ta place. » Elena respira profondément. Son père vous a aimé jusqu'à la fin. Sache même après tout, dans sa lettre il vous a pardonné.
Je ne sais pas si je peux faire la même chose, mais je peux te dire ceci. Utilise ces années pour devenir la personne que ton père a rêvé que vous soyez. Parce que quand tu sortiras d'ici, le monde ne vous pardonnera pas facilement. Mais si vous démontrez avec des actions que vous avez changé, peut-être trouverez-vous la paix. Miguel hocha la tête en pleurant. Merci et merci d'avoir pris soin de lui quand nous ne l'avons pas fait. Elena se leva pour partir. À la porte, elle s'arrêta et se tourna. Une chose de plus, Miguel. Son père a laissé des instructions que si l'un de vous démontrait un repentir authentique, la fondation pourrait vous aider à vous réintégrer à la société quand vous sortirez, pas avec de l'argent, mais avec du travail. Si tu veux vraiment honorer sa mémoire, pense-y. Elle sortit de la prison avec le cœur plus léger. Ce n'était pas le pardon. Pas encore, mais c'était un début. 5 ans après la mort de Don Roberto, le foyer Espoir Doré célébrait son anniversaire. Il y avait 6 sièges dans tout le pays, abritant plus de 300 personnes âgées. Le programme de volontariat avait inspiré des milliers de jeunes à s'impliquer dans le soin des adultes âgés. Elena, maintenant de 60 ans, s'était convertie en une défenseur nationale des droits des personnes âgées, mais elle continuait à vivre dans sa même maison humble, à conduire la même vieille camionnette. La richesse ne l'avait pas changée. Pendant la célébration, une surprise l'attendait. Les résidents du foyer avaient préparé un hommage. Doña Mathilde, une des premières résidentes qui était arrivée il y a des années, prit le microphone. « Elena, quand je suis arrivée ici, je n'avais rien. Ma famille m'avait oublié. Je pensais que je mourrais seule et triste, mais toi tu m'as donné quelque chose de plus précieux qu'un toit et de la nourriture. Tu m'as rendu ma dignité. Au nom de tous ici, merci d'être notre ange. » Les 300 personnes âgées se levèrent et applaudirent. Elena pleura d'émotion tandis qu'elle les embrassait un par un. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle sortit une vieille photographie de Don Roberto. Elle la regarda avec tendresse. « Je l'ai réussi. » Don Roberto murmura. « J'ai accompli ma promesse. Et c'est quoi? Chaque jour que je vois sourire ses petits grands-parents, je sens que vous êtes encore ici à nous protéger tous. » Une brise douce entra par la fenêtre en bougeant les rideaux, et Elena sut au plus profond de son cœur que Don Roberto était en paix. 10 ans après, Elena Vargas reçut le prix national des droits de l'homme pour son travail avec la Fondation Espoir Doré. Dans son discours d'acceptation face aux autorités, à la presse et au public, elle dit « Ce prix n'est pas le mien, c'est celui de Don Roberto Mendoza, un homme qui commit des erreurs, mais eut le courage de les réparer. C'est celui de toutes les personnes âgées qui se sont senties invisibles et ont trouvé dans nos foyers une famille. Et c'est celui de chaque personne qui s'est arrêtée pour aider quelqu'un sans rien attendre en retour. » Elle fit une pause avec la voix brisée par l'émotion. « Il y a des années, j'allais par une route en direction de mon village, défaite par la vie. J'ai vu un vieil homme abandonné et quelque chose en moi m'a dit que je ne pouvais pas continuer tout droit. Je ne savais pas que ce moment changerait ma vie pour toujours. Je ne savais pas que cet homme m'enseignerait que la vraie richesse n'est pas dans ce que tu as, mais dans ce que tu donnes. » Les larmes coulaient sur son visage. Si cette histoire vous enseigne quelque chose, que ce soit ceci. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un acte de bonté. N'ignorez jamais quelqu'un qui a besoin d'aide. Parce que dans ce vieil homme, dans cet enfant, dans cette personne vulnérable, pourrait être le but qui donne un sens à toute votre vie. Don Roberto m'a donné une fortune. Oui, mais je lui ai donné quelque chose que l'argent n'a jamais pu lui acheter, la certitude qu'il y a encore de la bonté dans ce monde. Et ça, mesdames et messieurs, n'a pas de prix. L'applaudissement fut assourdissant. Les gens se levèrent. Beaucoup pleuraient. En sortant de l'événement, un journaliste l'arrêta. « Madame Vargas, vous êtes-vous jamais repentie de vous être arrêtée sur cette route ?» Elena sourit avec cette chaleur qui la caractérisait. « Pas un seul jour, parce que ce jour-là je n'ai pas seulement sauvé une vie, j'en ai sauvé 2, celle de Don Roberto et la mienne propre. » Et ainsi termine cette histoire, cher ami. Une histoire qui nous rappelle que le vrai héritage ne se mesure pas en compte bancaire, mais en vie transformée. Elena Vargas ne cherchait pas la richesse, elle voulait seulement aider. Et précisément pour ça, Don Roberto sut qu'elle était la bonne pour continuer son legs. Aujourd'hui, la Fondation Espoir Doré continue de grandir, aidant des milliers de personnes âgées abandonnées dans tout le pays. Elena, avec ses 65 ans, continue de visiter chaque foyer, d'embrasser chaque résident, de s'assurer que personne ne se sente oublié. Et quelque part, depuis le ciel, Don Roberto Mendoza sourit sachant que sa fortune a enfin trouvé son vrai but, rendre la dignité à ceux que le monde avait oubliés.
Parce qu'à la fin, le seul héritage qui importe vraiment est l'amour que nous avons donné et les vies que nous avons touchées. Si cette histoire a ému ton cœur, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne. Pour plus d'histoires qui célèbrent la valeur, la dignité et la force des femmes qui travaillent, aiment et luttent en silence. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la bonté est toujours récompensée. Et ne rate pas la prochaine vidéo qui apparaît sur ton écran, où nous te raconterons une autre histoire réelle qui te fera croire à nouveau en la justice et au pouvoir de l'amour vrai. Laisse-nous un commentaire en nous racontant ce que tu as pensé de l'histoire d'Elena et Don Roberto. On se voit dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.